Bonjour, bienvenue dans Poire et Cahuète, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et on se retrouve comme toujours avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Mardi 8 juin, lors d'un déplacement dans la Drôme, Emmanuel Macron a été giflé par un homme poussant le cri de guerre royaliste. La séquence a suscité, à juste titre, bien des commentaires. Quelques jours plus tôt, c'était Jean-Luc Mélenchon qui, après une tirade aux accents complotistes, a alimenté pendant 2 jours la polémique. Donc oui, nous sommes bien entrés en campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2022 et les choses vont déjà très très vite. Ajoutez à cela un échiquier politique recomposé depuis le 2017 et vous obtiendrez une situation assez troublée. Alors, comment y voir clair dans le champ politique français actuel? Quelle grille de lecture adopter pour comprendre ce qui se passe en ce moment? C'est ce qu'on va tenter de faire dans cet épisode de Poire et Cahuète. Et on va le faire avec notre invité, Raphaël Lorca. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Alors Raphaël, tu es planeur stratégique, c'est-à-dire que tu conçois des stratégies de communication pour des marques, notamment dans le cadre de l'agence Havas, où tu étais encore récemment. Tu es par ailleurs expert associé à la Fondation Jean Jaurès, et tu poursuis une thèse, un doctorat en philosophie du langage à l'EHESS. Mais tu es surtout l'auteur d'un essai remarqué paru cette année, La marque Macron, aux éditions de l'Aube, sous-titré Désillusion du neutre, essai sur la couverture duquel figure, en plus du logo de En Marche, de l'écriture manuscrite d'Emmanuel Macron, 3 petits pictogrammes, un képi, un gilet jaune et la pyramide du Louvre. Emmanuel Macron qui a rejoint l'esplanade du Louvre, ce lieu choisi pour faire la fête, mais aussi pour tenir ce discours, le discours du président. Il en a déjà tenu un. Il y a une mise en scène, en tout cas une lumière. S'inscrire dans l'histoire de France. Ouais. Je trouve que justement, vous avez dans un lieu emblématique de ne pas tenir compte de cette histoire. Je crois qu'il prouve que là, le Louvre, Jean-Baptiste Lemoyne, c'est la culture, le Louvre, c'est la France. C'est la France des rois, c'est la France des Capétiens, comme c'est la France de François Mitterrand avec les pyramides. Voilà. Il faut tout assumer. Alors dans cet essai, Raphaël, tu renouvelles l'analyse du macronisme en te plaçant sur un plan non pas électoral ou sociologique, mais plutôt en privilégiant l'analyse des signes, donc une approche plutôt sémiologique, puisque tu appliques à la victoire du président en 2017 des grilles de lecture empruntées à on pourrait dire, à la communication de marque. Alors avant de nous parler du candidat puis du président Macron, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une marque politique et pourquoi tu as utilisé cette approche? Quand on parle de marque politique, on a toujours comme première réaction des poils qui se hérissent quand j'en parle autour de moi, parce qu'on a une vision très américaine du political branding, qui est en fait une doctrine plutôt marketing, qui nous vient des États-Unis, qui consiste à dire il suffit d'importer des concepts marketing, de produits, de positionnement, de concurrence, etc., et de l'appliquer aux politiques. Il existe en réalité une deuxième école de la marque, qui se distingue du marketing, qui est une école plutôt française. On a une école française de la marque, on l'ignore souvent, et que je fais remonter à Roland Barthes, et qui a quelques auteurs qui jalonnent. Je pense à Jean-Marie Floch, je pense à Benoît Heilbrun, et qui consiste à dire une marque, c'est d'abord et avant tout un système sémiotique. Tu as prononcé le mot tout à l'heure, ou sémiologique, il y a un petit duel sémantique sur les deux termes, mais peu importe, c'est un système qui crée du sens et qui crée de la cohérence. Une marque politique, c'est une machine qui articule 3 niveaux de sens, des valeurs, des récits, puis ce qu'on appelle une esthétique, c'est-à-dire un ensemble de signes, de mots, de symboles, de scénographie, etc. Et c'est un outil intéressant parce que précisément, la théorie sémiologique de la marque nous dit qu'il doit y avoir une articulation cohérente entre ces 3 niveaux. Autrement dit, lorsqu'un candidat se réclame à certains discours, se dispose d'un logo, etc., ça ne suffit pas pour être une marque. Est-ce que du coup, dans ta définition de la marque, il n'y a pas un lien avec l'idéologie, qui est un système d'idées, de représentation du monde? On a l'impression que c'est quand même plus profond que juste, comme tu le disais, du marketing. Absolument. Pour le dire très simplement, le marketing part du consommateur. C'est vraiment une technique qui part de ses envies, de ses besoins, de ses fantasmes, alors que la marque part d'un projet, d'une vision du monde, ou d'une idéologie, selon si on le caractérise comme un système de pensée cohérent. Et effectivement, une marque, c'est un système qui va chercher à rendre concret, à rendre matériel, quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel, qui est de l'ordre de l'idée. Donc effectivement, une marque met en signe une certaine idéologie. Tu dis que être candidat ne suffit pas à être une marque. Est-ce à dire que certains sont inconsistants? Ne pas être une marque, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas d'idéologie derrière? Non, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je dois avoir une approche normative en disant il faut absolument être une marque, sinon on n'arrive pas à véhiculer ses idées, etc.
Je pense que c'est une façon de le faire. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est une façon plutôt efficiente de le faire, parce que précisément, on articule des éléments qui sont de l'ordre du récit, qui sont de l'ordre de l'imaginaire, qui sont de l'ordre de la symbolique ou des croyances. Pour autant, je pense que tout un tas d'hommes ou de femmes politiques aujourd'hui ne se constituent pas en marque et que il y a d'autres stratégies possibles que celle de s'ériger en marque. Alors venons-en à cette marque Macron qui est au cœur de ton ouvrage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as emprunté à Roland Barthes la notion de neutre, qui est selon toi l'essence même de la marque Macron ? D'habitude, lorsqu'on applique cette grille de lecture de la marque à n'importe quelle entité, qu'elle soit commerciale ou politique, il y a une forme d'évidence, de lisibilité. Toute marque se construit sur des valeurs qui en fait se répètent tout le temps, liberté, anticonformisme, virilité, ça dépend. Emmanuel Macron est un cas d'école parce que lorsqu'on cherche le système de valeurs sur lequel il s'est construit, on n'arrive pas à trouver des valeurs qui immédiatement rendraient la marque lisible. Et effectivement, j'ai trouvé chez Roland Barthes une valeur qui est le neutre, qui permet pour moi d'expliquer la façon dont Emmanuel Macron a cherché et a réussi en 2017 à articuler des contraires sans pour autant paraître contradictoire. C'est ça, à mon avis, sa force en 2017. Et cette valeur, c'est le neutre. Le neutre, étymologiquement, c'est être ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est un terme qui cherche à s'extraire d'une logique plutôt binaire et d'une logique oppositionnelle. Et Roland Barthes nous dit, c'est là, je trouve, toute sa subtilité et toute la puissance de son analyse pour comprendre Macron, le neutre le fait sous un registre très particulier qui ne relève pas du conflit, de la confrontation, qui relève de l'esquive. C'est que le neutre, nous dit-il, a une capacité très forte à déjouer les oppositions. C'est-à-dire qu'il n'opère jamais d'attaque frontale. Est-ce que, alors c'est une question qu'on te pose souvent, mais est-ce que c'est le fameux en même temps ? Ça se traduit comme ça ou c'est plus compliqué ? Ou ni de droite ni de gauche ? Alors le ni de droite ni de gauche, c'est effectivement la stratégie politique. Le en même temps, moi je le voyais comme une espèce d'émergence langagière. Donc sur ces trois niveaux, effectivement, on est sur le registre du discours et qui est l'incarnation de ça. Le neutre, c'est ce qui vient rendre cohérent tous ces éléments-là, y compris d'un point de vue, alors après je me suis amusé, d'un point de vue narratif, dans l'étude des typographies, des couleurs, des scénographies. Ce qui rend cohérent tous ces éléments-là, c'est à mon avis cette notion du neutre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret sur le plan justement plutôt esthétique, une manifestation en termes de couleurs, de slogans, de vocabulaire, de lieux qui exprimerait ça ? D'abord par son discours. Le linguiste Damon Mayafre a étudié de manière très précise quels sont les mots qu'utilisaient les candidats le plus souvent en 2017. Quels sont les mots qui caractérisent les candidats. Lorsqu'on est à droite, on utilise des mots comme mondialisation, dette, islamisme, selon le degré de droite sur lequel on se positionne. À gauche, c'est plutôt les registres de l'injustice, de la discrimination, ouvrier, etc. Et la stupeur de Damon Mayafre, c'est de constater que les mots qu'utilisait Emmanuel Macron étaient des mots neutres, c'est-à-dire véhiculant pas du tout des contenus politiques qui étaient à même de s'opposer à d'autres. Je pense à transformation, je pense à renouvellement, je pense à projet. Donc effectivement, d'un point de vue ne serait-ce que sémantique, on voit qu'il utilise des mots qui cherchent à dépasser toutes les oppositions sémantiques qui structuraient le champ politique, disons rapidement, depuis au moins la Révolution française. Deuxième exemple, c'est dans sa gestion des couleurs. On le sait, il y a toute une étude sémiologique des couleurs en politique. Alors, pour le dire très, très rapidement, lorsqu'on est plutôt vert, on est dans le champ écologique. Lorsqu'on est du rouge, on est plutôt le Parti communiste. Et il se trouve que, de façon très intéressante, dans un premier temps, il a cherché à annuler le registre des couleurs en adoptant plutôt le registre du noir et blanc, en assumant frontalement, en disant, en fait, notre référentiel, c'est Apple. On met le produit au centre, on vide complètement les couleurs dans notre univers politique pour En Marche. Et dans un deuxième temps, au contraire, ils ont complètement fait éclater le spectre des couleurs en cherchant à embrasser toutes les couleurs. Autrement dit, en vidant de son sens le vert, le rouge, le jaune, le bleu, le orange, etc., en les popisant un peu plus. Il y a tout un travail graphique qui a consisté à changer le coloris des couleurs et qui consiste effectivement à faire exploser la signification des couleurs. Avec, je le précise rapidement, une couleur qui revient plus souvent que les autres, qui est le bleu, parce qu'effectivement, si le jaune, le vert, etc. sont utilisés sur les mugs, sur les t-shirts, etc., dès qu'il s'agit de rajouter un peu de solennité, que ce soit en arrière-fond de discours, sur les affiches électorales, c'est le bleu qui revient systématiquement. Et la boucle est bouclée parce que l'historien des couleurs Michel Pastoureau nous dit que le bleu est précisément la couleur du neutre. Il en fait toute une étude historique en disant que le bleu n'agresse pas, ne transgresse pas, mais au contraire, le bleu tend toujours à sécuriser et à rassembler. Donc, même dans la gestion des couleurs, on est de l'ordre du neutre. Mais pourtant, Raphaël, on est d'accord que le bleu, c'est quand même la couleur de la droite et ça serait cohérent avec l'analyse dominante qui est que le macronisme s'est quand même droitisé en cours de mandat. Alors, Michel Pastoureau nous en fait toute une analyse qui est hyper intéressante. Il dit, effectivement, le bleu, ça consiste
c'était pendant la Révolution française, c'était le camp plutôt royaliste. Et il se trouve qu'il montre qu'à un moment donné, c'est plutôt la couleur du blanc qui est devenue la couleur royaliste, alors que le bleu, c'était la couleur plutôt rebelle. Il parle par exemple de la guerre en Vendée, où il montre que le bleu, c'était la couleur des révolutionnaires qui venaient imposer la République. Et il cherche à montrer surtout que le bleu, c'est le blue jean, c'est les casques bleus. Donc, en tout cas, moi, je me réfère à Michel Pastoureau pour dire que la droite n'a pas le monopole du bleu. Est-ce qu'on peut dire que Macron a dédroitisé le bleu, l'a neutralisé ? Je ne pense pas, parce que ce que montrent les enquêtes d'opinion sur la perception des couleurs en politique, toutes ces couleurs que j'ai mentionnées tout à l'heure, le rouge, le vert, etc., c'est clairement identifié à un spectre politique. Les études nous montrent que, d'un point de vue d'opinion, le bleu était plutôt neutralisé avant même Emmanuel Macron. Alors, le neutre de 2017 a été mis à l'épreuve du pouvoir, et la marque Macron, me semble-t-il, et ce que tu expliques aussi évidemment dans ton livre, a évolué en fait en 4 années de mandat, et elle a rencontré notamment des obstacles, le principal étant peut-être celui des gilets jaunes, qui a fait que le neutre n'a plus pu rester neutre. Et finalement, tu écris que les gilets jaunes se sont constitués en parfait miroir de la marque Macron. Donc on a d'un côté une marque gilets jaunes, une marque Emmanuel Macron. 2 éléments par rapport à ça. Le premier élément, c'est que je pense que les gilets jaunes sont une conséquence indirecte de cette conception d'Emmanuel Macron, de son rapport au conflit. Le conflit, Emmanuel Macron, dans un premier temps, il a cherché à l'esquiver, à l'euphémiser. C'était sa posture pendant la campagne. Je crois, dans un deuxième temps, dans sa première année du mandat, il a cherché à étouffer le conflit, à le neutraliser. J'essaie de montrer comment est-ce qu'il y a un durcissement du nœud vers la neutralisation. Et à partir du moment où, dans un champ politique, le conflit n'arrive plus à s'évacuer dans l'arène politique précisément, eh bien il s'évacue ailleurs. Et donc je crois que les gilets jaunes peuvent être compris comme une forme de reconflictualisation de la société en dehors du champ politique. Donc premier élément. Et deuxième élément, effectivement, ce qui m'a frappé, c'est à quel point le dispositif esthétique et narratif des gilets jaunes s'est construit en parfait miroir opposé à celui d'Emmanuel Macron. Le récit Macron, lorsqu'il est arrivé à l'Élysée, c'était le récit très jupitérien, très vertical, empli de sacré, donc tout ce que ça implique de distance, de représentation très soignée, etc. Ce qui frappe dans la façon de se raconter qu'a eu le mouvement des Gilets jaunes, c'est au contraire un dispositif narratif brut, réel, dur. Ce sont des gens qui se filment en smartphone, en plein écran, depuis leur salon, depuis leur camion, qui racontent les galères du quotidien, qui racontent les difficultés à rejoindre leur lieu de travail avec la voiture. Donc, on voit bien que d'un point de vue narratif, on a un éclatement total, on a vraiment une axiologie, c'est-à-dire au sens de systèmes de valeurs qui s'opposent terme à terme. Et y compris d'un point de vue esthétique, alors là, c'est peut-être plus anecdotique, mais je trouve que c'est révélateur. Là, on était dans le bleu du consensus du côté d'Emmanuel Macron, on est plutôt dans le jaune du dissensus du côté des Gilets jaunes. Et le même Michel Pastoureau a d'ailleurs écrit un ouvrage consacré aux jaunes. Et j'avais cette phrase de Karl Lagerfeld qui me hantait en écrivant ce livre, où effectivement, dans cette pub pour la sécurité routière, il décrivait le gilet jaune, il disait c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut sauver des vies. Donc ça montre bien que cette couleur très criarde du jaune correspondait aussi à une forme d'antineutre. Et je pense que le moment de confrontation Macron-Gilets jaunes, ça a été un moment de confrontation précisément neutre versus antineutre. On vous renvoie d'ailleurs à notre précédent épisode de Poire et Cacahuètes consacré au moche, puisque tu parlais du jaune, et comme par hasard, ce moche est associé plutôt aux catégories populaires. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. Mon projet est d'aller vers un projet d'unité nationale autour d'un grand dessein français, d'un grand projet fédérateur qui puisse réunir les Français d'où qu'ils viennent, d'un projet de grande alternance pour remettre le pays sur pied. Donc Raphaël, après ce livre dense et riche sur Emmanuel Macron, tu en prépares un nouveau, a priori sur un format un peu plus resserré, consacré à Marine Le Pen. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la marque Marine Le Pen, comment elle se constitue, comment elle s'incarne et quelle est la place qu'elle tient aujourd'hui sur l'échiquier politique ? Moi, ce qui me frappe dans le cas de Marine Le Pen, c'est que c'est une marque en profonde transformation. Non seulement, alors beaucoup l'ont remarqué évidemment vis-à-vis de sa relation à son père, vis-à-vis des relations à l'extrême droite, mais d'abord et peut-être et avant tout, vis-à-vis de son rapport au conflit, précisément en miroir de celui d'Emmanuel Macron. Là où en 2017, elle était dans une forme d'antineutre, c'est vraiment dans la revendication, dans une forme de conflit exacerbé, y compris dans les mots, dans les thèmes, etc. J'ai le sentiment qu'elle cherche à opérer toute une série d'inversions en disant l'apaisement c'est moi, l'unité c'est moi,
Et le gouvernement d'union nationale, c'est moi qui peux le revendiquer. Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui est à contre-courant de toute l'histoire d'extrême droite. Donc elle est en train d'opérer une espèce de transformation de sa marque qui m'interpelle parce que précisément, je crois qu'elle a compris que la meilleure façon de lutter contre Emmanuel Macron, c'était de ne pas se positionner vis-à-vis de lui. Puisque précisément, il est dans une forme de neutralisation en permanence, il est tellement plastique qu'il est capable de se positionner sur des champs politiques, de propositions de politique publique, etc., extrêmement différents, y compris d'imaginaires très différents. Et donc elle, je crois qu'elle a compris qu'il fallait être dans une logique d'offre, donc de marque, pas du tout chercher à répondre à un marketing de la demande, c'est-à-dire sonder ce dont les gens ont besoin et ce dont ils ont peur. Je crois qu'elle va proposer une offre très puissante et qui n'est pas l'envers, le miroir inversé du macronisme. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. En toute fin d'ouvrage, j'avais cette phrase: les déçus du macronisme sont des orphelins du neutre. C'est que je crois qu'il y avait une aspiration au neutre, c'est-à-dire sa capacité à proposer une transformation du pays de façon apaisée. Je crois qu'il l'a abandonné. Et la question que je me pose, alors elle est en suspens et je l'ai pas encore du tout répondu, mais et si c'était elle qui reprenait ce flambeau du neutre? Mais c'est quand même un peu artificiel parce qu'on sait très bien, on parlait d'idéologie au début de l'épisode, on sait très bien que l'idéologie de Marine Le Pen ou de l'extrême droite, c'est loin d'être du neutre, du consensus et du gouvernement d'union nationale. Absolument. D'où l'intérêt, j'y reviens, de cet outil de la marque, parce que précisément, on va pouvoir voir à quel niveau ça bouge. Très spontanément, je dirais que le niveau axiologique, celui des systèmes de valeurs, c'est celui qui reste le plus profond, c'est celui qui reste le plus inchangé. Je crois que ce qu'elle cherche à opérer, c'est davantage des transformations plutôt de l'ordre esthétique et de l'ordre narratif. Ce qui permet de montrer à la fois la permanence de son système idéologique et aussi la modification éventuellement de ses signes, de ses mots, de ses prises de position, etc. Et c'est vrai que je pense que cette grille de lecture en termes de marque et de communication et de symbolique montre aussi à quel point le politique est devenu impuissant. Que ce soit d'ailleurs le président actuel ou les candidats probables pour 2022, on voit bien que le récit, le fameux storytelling a pris une place prépondérante dans le champ politique et médiatique. Par ailleurs, à la fin de ton ouvrage, tu envisages aussi le fait que l'écologie pourrait prendre le relais du neutre, puisque c'est un peu la troisième force, le troisième grand courant politique qui émerge dans la France contemporaine. Alors, est-ce que l'écologie politique est une marque? Est-ce que cette marque, c'est manger bio, des logos verts, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Je crois que les Verts, plus qu'aucun autre parti politique, ont le plus de mal à endosser cette logique de la marque, précisément. Et je crois qu'il y a une réticence très forte, alors historique de la part de la gauche déjà d'endosser le terme même de communication. Jacques Séguéla nous racontait à quel point il avait dû batailler en 81 avec tous les hiérarques du Parti socialiste pour imposer une logique ne serait-ce de slogan dans le cas de François Mitterrand. Et je crois que là, en ayant passé presque un étage supplémentaire, enfin une étape supplémentaire, je crois que les Verts ont beaucoup de mal à justement prendre au sérieux cette question du récit et cette question de l'esthétique, qui est liée effectivement à leur rapport à l'incarnation, parce que qui dit marque, dit effectivement une marque qui est plutôt personnelle. Là, on est en train de parler de marque de candidat, plutôt que de marque de parti, on aurait pu le faire, mais effectivement, ça va de pair avec une personnalisation de la vie politique qui, on le sait, culturellement, entraîne beaucoup de réticence de la part des Verts. Je crois qu'ils ont tout en main, si vous voulez. C'est-à-dire que, moi, je prends ma casquette de planeur stratégique, quand on regarde leur système de valeurs, leur récit, ce qu'ils peuvent dégager en termes d'esthétique, de signes, imaginez même des scénographies, je pense qu'il y a tout en place. La question, c'est, est-ce qu'il y aura un candidat écolo qui sera prêt à préempter cette logique de la marque? Pas sûr. Parce qu'une thématique en elle-même ne peut pas constituer une marque à part entière. Moi, je persiste à penser que, en tout cas, la logique dans laquelle je m'inscris, c'est une logique d'incarnation. C'est-à-dire que, et certains l'ont fait d'ailleurs, il y a eu des ouvrages géniaux faits par des anthropologues sur la marque catholique, la marque communiste. L'intérêt, je crois, c'est de le mixer, de l'hybrider avec la dynamique d'incarnation. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une logique présidentielle où on le sait, c'est la rencontre d'un peuple et d'un homme ou d'une femme politique, une thématique à part entière doit s'incarner dans un parcours, dans une biographie. Je crois que c'est Jérôme Fourquet qui dit souvent que les gens ne se politisent plus par idéologie, mais ils se politisent par biographie. Donc je crois que c'est précisément dans cette logique de la marque. Une marque est d'autant plus puissante qu'elle arrive à articuler une thématique, comme vous le dites, ou une idéologie, ou un système politique bien identifié, et puis un parcours. Alors on a beaucoup analysé le succès d'Emmanuel Macron comme l'émanation électorale d'un bloc bourgeois,
c'est-à-dire d'une alliance des électeurs de centre-gauche, de centre-droit, des retraités, des catégories supérieures, diplômés. Et on a l'impression que ce neutre dont tu parles très bien, en fait, il est vraiment efficace pour certains segments de la population. C'est un récit aussi de candidats qui parle à une partie de la population, mais qui en laisse quand même une autre frange importante dans l'ombre. Alors, est-ce que selon toi, il y a une marque qui pourrait émerger plus en phase et plus en lien avec les catégories populaires? On l'a un petit peu abordé avec les questions des gilets jaunes. Ou est-ce que ça veut dire que cette logique de marque, c'est une logique peut-être plus bourgeoise et qu'un candidat un petit peu plus rugueux, un peu plus à l'ancienne, ce serait incapable de se constituer comme marque? La question est très intéressante parce qu'elle pointe en fait en creux l'angle mort du bouquin, qui est en fait celui de la réception du message. Moi, je me suis cantonné à une logique vraiment d'émission de messages, mais effectivement, l'envers est très intéressant. J'ai été très marqué par la lecture de l'essai de Jérôme Sainte-Marie, Bloc contre Bloc, qui effectivement théorise cette opposition entre bloc bourgeois ou bloc élitaire dans son expression et bloc plutôt populaire, qui est une démarche de sociologie électorale et qui est compliquée à faire coïncider complètement avec cette logique plutôt marque. La force d'une marque, c'est d'être dans une logique d'offre. Presque dans un premier temps, se détacher des considérations de la demande et de l'état de la population et de la société, c'est vraiment de proposer un projet qui peut-être est à contre-courant, qui peut-être au départ ne convainc qu'une portion restreinte de la population, mais qui, avec sa force d'entraînement et avec la capacité de son récit, de son imaginaire qu'il développe, va chercher à agglomérer et à s'étendre davantage. Je crois que ce sera beaucoup plus efficace pour un candidat qui cherche à adresser précisément cet électorat populaire, à ne pas en faire une marque populaire. On les connaît, les marques populaires, et d'ailleurs vous faisiez référence tout à l'heure à cet ouvrage d'Alice Pfeffer, Le goût du moche. Ouigo, les Crocs, on le voit bien, sont positionnés même d'un point de vue esthétique à tout un imaginaire dit populaire, avec des couleurs criardes, etc. Bon, je crois que d'un point de vue politique, la segmentation n'est pas aussi évidente du tout. J'ai gardé en mémoire beaucoup de verbatim d'études quali du temps du général de Gaulle, de classe populaire, qui disait: moi, le général de Gaulle, je l'apprécie parce que précisément, il manie la langue française de façon extrêmement fine et extrêmement pointue et extrêmement noble. Mélenchon portait ça. Je me rappelle cette campagne en 2012 et encore plus encore en 2017 où il disait il faut parler avec noblesse aux petites gens. Et je crois qu'une marque populaire a un risque énorme qui est précisément de vouloir s'adapter au code supposé d'un électorat populaire alors que fondamentalement, je pense qu'ils aspirent à beaucoup mieux. Et je rappelle d'ailleurs que le képi qui figure sur la couverture de ton livre est évidemment une référence à celui du général de Gaulle. Avant de terminer cette émission, Raphaël Lorca, on ne peut pas ne pas parler un petit peu de ce qui nous attend pour 2022. On a discuté de la marque Macron, de la marque Le Pen. Quelles sont les marques fortes ou moins fortes en présence pour la présidentielle de 2022 ? À date, je trouve qu'on a une tri-répartition du champ politique justement entre ceux qui, d'un côté, embrassent cette logique de la marque. Je pense que c'est les deux marques fortes, ce sont les deux favoris actuellement dans les sondages, marque Macron, marque Le Pen. Dans un deuxième temps, je crois que les candidats plutôt moyens, enfin ceux qui sont à une dizaine de pourcents, je pense à Jadot, je pense à Bertrand, je pense à Hidalgo dans notre style, n'embrassent pas vraiment cette logique de la marque. Je crois que ça s'explique par le timing. Je crois qu'à date, elles sont encore dans une logique de positionnement électoral. Et alors, c'est ça qui est intéressant à observer, dans une espèce de troisième rideau, les petits candidats, alors sans aucun jugement péjoratif de mon côté, mais qui sont soit pas du tout encore candidats, soit candidats à une primaire, soit, bon, je pense à David Linard, je pense à Sandrine Rousseau, ont compris que pour émerger, pour être challenger sur un marché qui est effectivement déjà bien fourni, il faut avoir une proposition extrêmement pointue, extrêmement forte, extrêmement articulée. L'écoféminisme d'un côté, pour Sandrine Rousseau, ou plutôt un positionnement très libéral, anti-bureaucratique du côté de David Linard. Et je trouve que c'est effectivement, il y a une espèce de répartition comme ça, deux marques fortes, des candidats moyens qui n'ont pas encore émergé sous la forme de marque, et des petites marques qui cherchent à se différencier. Jean-Luc Mélenchon, marque forte ou pas forte ? Je crois qu'il a une proposition de valeur politique qui est extrêmement forte, au sens de extrêmement bien identifiée. De là à dire qu'il y a une marque au sens vraiment d'articulation
cohérente entre des niveaux, je dois encore étudier la question. Alors Raphaël, à la fin de ton livre, tu imagines carrément des scénarios de stratégie de communication pour la réélection de Macron en 2022. C'est assez marrant d'ailleurs. Tu as publié aussi sur LinkedIn des visuels en fait qui accompagnent ces différentes stratégies. Alors il y a la marque miroir, la marque conversation. Alors la question qu'on a évidemment envie de te poser, c'est de savoir si son équipe t'a contacté et plus généralement si tu vas travailler pour une marque politique. Est-ce que tu vas te mettre au service d'une marque pour 2022? Alors ça m'a marré de faire ces 4 scénarios et en fait je constate avec pas mal de stupeur qu'ils cherchent presque successivement à incarner des versants très contradictoires. On a une offensive sécuritaire, elle était dans la marque autorité. Là dans le Tour de France des territoires, elle est plutôt dans une marque conversation. Donc c'est marrant comment est-ce que effectivement y compris dans sa façon d'aborder l'élection présidentielle, il est dans une façon de neutraliser lui-même en fait entre différentes. Il a certainement lu ton livre. Je ne sais pas s'il a lu mon livre. Il a accusé réception. Je n'ai pas été contacté directement par ses stratèges. J'ai été contacté par différentes écuries politiques, alors de tous bords pour le coup, qui m'ont demandé de venir expliquer un peu ce que c'était cette notion de marque politique. Mais je tiens bien à cette position très neutre pour le coup, de neutralité. Je ne m'engagerai pas pour un candidat en particulier, mais j'observerai avec beaucoup d'attention ce qui va se passer dans les prochains mois. Réponse très claire. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Oui, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Poire et Cacahuètes. Je rappelle le titre de ton livre, La marque Macron. C'est paru cette année 2021 aux éditions de l'Aube. Et je rappelle aussi, quand on a cité la notion de bloc bourgeois, qu'elle est tirée d'un livre de Bruno Amable et Stefano Palombarini, L'illusion du bloc bourgeois, alliance sociale et avenir du modèle français, édition Raison d'agir. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Poire et Cacahuètes. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Retrouvez Poire et Cacahuètes sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cacahuètes, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.